Bonjour à toutes et à tous. Alors, première diapo classique, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Par contre, comme l'a dit Catherine, vous savez que je suis le directeur de la rédaction de la revue Exercer et il est fort possible que je la cite. Donc le conflit décisionnel, initialement, c'est un concept emprunté à la psychologie. Et Janis et Mann le définissaient par une ambiguïté, une hésitation entre deux options qui causaient un stress et des difficultés à trancher. Donc dans la chanson, on sait que le chanteur a du mal à trancher pour son couple. Puis il a intégré la taxonomie clinique et la biomédecine, et il a été défini par une incertitude face à un choix entre des actions concurrentes. Ces actions ont des avantages, des inconvénients, des risques de perte et des regrets. Et elles peuvent bousculer les valeurs personnelles. Le stress peut conduire à une hésitation, à un retard de décision. Donc vous voyez qu'on a choisi les statines, mais vous voyez que le conflit décisionnel peut vraiment toucher tous les sujets. Et en aparté, à midi, on avait une discussion avec Céline, et elle me disait qu'une de ses patientes avait pris conscience du fait du risque de son obésité à travers la Covid, et elle était en conflit décisionnel. Est-ce qu'il faut que je perde du poids? Comment je fais? C'est pas si simple. Est-ce que quelqu'un va m'aider, m'accompagner? Quels sont les risques, les inconvénients? Le dépistage du cancer du sein, on pourrait vous le faire, ou de très nombreuses autres choses. Comment on le mesure, ce conflit? Il existe plusieurs échelles ou tests. Alors, j'ai choisi de vous présenter en premier le test Schur, parce qu'il me semble qu'il est plus pratique. Vous verrez que le deuxième à utiliser en consultation. Il comporte 4 items. Le premier questionne le degré de certitude du patient. Le deuxième aborde l'information quant aux bénéfices et aux risques. Le troisième explore les valeurs, les préférences du patient quant à ces informations sur les bénéfices et les risques. Si on reprend un exemple, vous voyez, je reçois le test colorectal à faire et conflit décisionnel, il faut que je le fasse, il ne faut pas que je le fasse, mais finalement une de mes valeurs, c'est que je pensais que j'étais jeune et en fait maintenant j'ai 50 ans, et donc est-ce que je fais ce test ou pas? Et le dernier explore le soutien que peut avoir le patient dans cette décision. Une échelle plus complète, qui fait presque peur, surtout sur un écran de cette taille, sous forme de Likert, a permis à de nombreux auteurs de faire de la recherche sur ce conflit, en particulier les Canadiens et France Légaré. Les items explorent quand même les 4 items que je viens de présenter. Donc, probablement en France, on est un peu en retard sur ce concept, puisque vous voyez que dans ce papier de 2019, quelque part, on fêtait les 20 ans de l'utilisation de l'échelle, et que parmi vous, je ne sais pas combien ont pu l'utiliser. En tout cas, dans cette revue de la littérature, réalisée entre 1995 et 2015, on a sélectionné 394 articles, et on a démontré que, petit à petit, au fil du temps, les cliniciens se servaient plus de cette échelle. On a aussi vu qu'elle était traduite en 13 langues dans les articles. Elle est en 10 langues sur le site Décisionnet de la précédente diapo du Canada. Et les décisions concernaient surtout les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elle n'était pas tellement utilisée pour un tiers. Et vous voyez, dans les recherches, elle était surtout utilisée dans un contexte de cancer, mais aussi de soins primaires. Comment un peu expliquer notre retard? Le fait que finalement, le mot conflit décisionnel, les mots conflit décisionnel, on les connaisse, mais peut-être avant la plénière, on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière. Probablement par le modèle de relation qu'on utilise. Valo et collaborateurs ont publié dans Exercer un article sur les décisions partagées. Ils nous représentent les 3 modèles de décision, paternaliste, partagé, informatif. Dans le modèle paternaliste, le soignant est le seul à choisir. Si nous sommes le seul à choisir, même si le patient a un conflit sur la décision, il est fort probable que nous ne le sachions jamais. Si au contraire la décision est partagée, prend en compte les valeurs et les préférences non seulement du patient mais aussi du médecin, eh bien, dans ce cas-là, nous allons nous rendre compte de son conflit décisionnel. Le dernier modèle est un modèle informatif où le docteur laisse choisir le soignant, même laisse choisir le patient seul. Parfois, les Suisses l'appellent le modèle Ponce-Pilate, pour illustrer.
En France, le modèle paternaliste est encore prégnant. On atteste cette étude qui a une dizaine d'années, donc probablement, j'espère, il a diminué, mais publiée dans la RESP, qui montrait que 43% des patients ne pensaient pas avoir été consultés ou impliqués dans la décision au cours de leur maladie chronique. Comment ça se passe en pratique, une décision partagée ? Alors, les Canadiens nous ont proposé le modèle des 3 conversations, et vous allez voir qu'il répond au modèle de la question Schur pour le conflit décisionnel. La première conversation, on va décrire les options et on va essayer de recueillir un peu les préférences et les valeurs des patients. La deuxième, c'est une information autour des avantages et inconvénients. Information, ce n'est pas seulement dans un seul sens, c'est aussi, vous le savez, ce que savent les patients des avantages et inconvénients. Et la troisième conversation va aider le patient à se faire son opinion et à définir ses propres références. Dans la deuxième partie de l'intervention, je vais vous proposer de réfléchir à comment naît une question qui va devenir un conflit décisionnel pour un patient. Et en réfléchissant à cette question, puisqu'il m'a été demandé un peu d'introduire la séance et de définir les concepts, je me suis dit que les controverses étaient probablement des acteurs de naissance de conflits décisionnels. Une controverse, au début, ça concerne quelques spécialistes sur un domaine ultra précis, et parfois ça ne sort pas de ce cercle. Et puis parfois ça diffuse au monde scientifique en général et aux médias. Aux arguments scientifiques viennent s'ajouter des arguments sociétaux et des questions économiques, éthiques et juridiques. Pour les statines, lorsque paraît un livre qui porte le titre « La vérité sur le cholestérol », et que certains disent que les statines ne servent à rien, évidemment, il peut naître un conflit décisionnel. J'ai emprunté le petit schéma de droite à QFFWFFQ sur Twitter. Il se reconnaîtra. Voilà. Et donc on voit que conflit, mais aussi controverses, peuvent avoir un lien avec les fake med. Donc bien sûr, si j'ai des scientifiques qui discutent d'un chat et de sa couleur, il est gris, je peux avoir une fake qui dit c'est pas un chat, c'est un pamplemousse. Et sur les chaînes d'information continue, on va se demander si c'est un chat ou un pamplemousse toute la journée. Et même un regard croisé, des amis philosophes ou sociologues vont se demander si c'est pas une revendication corporatiste que de dire c'est un chat. Voilà, on en sourit, nous médecins, nous scientifiques informés, mais la parution du livre, vous voyez, a fait augmenter l'incidence de l'arrêt des statines. Et quel que soit le risque cardiovasculaire, faible, modéré ou élevé. Autrement dit, des patients qui avaient fait un infarctus ont arrêté leur statine suite à la publication de ce livre, suite à un conflit décisionnel. Là, c'est des chiffres de baisse d'incidence, mais en valeur absolue, quand on regarde ce que l'assurance maladie rembourse en boîte de statine, on voit quand même qu'il y a beaucoup de patients sous statine, et que donc cette baisse de l'incidence peut vraiment concerner de nombreux patients, dont certains dont le risque cardiovasculaire était très élevé. On peut aussi se dire que peut-être, compte tenu des 41 millions, on fait de la surmédicalisation et du surtraitement. Ça peut se discuter. Le patient n'est pas le seul à avoir des conflits décisionnels. Les médecins aussi. Quand l'ESC vous dit le patient à haut risque cardiovasculaire, il doit avoir un taux de LDL inférieur à 0,55 et que le conseil scientifique du CNGE vous dit on va faire une prise en charge centrée sur le patient et sur le risque cardiovasculaire global, ils ne disent pas la même chose. Et donc parmi vous, peut-être il y en a qui ont en ce moment même un conflit décisionnel sur les statines. Voilà, il y en a qui lèvent la main. On va y répondre, promis. On peut réduire le conflit décisionnel par la décision partagée, mais en tout premier lieu, vous avez compris qu'il fallait le reconnaître, le nommer, et puis quand il y a une controverse scientifique, le légitimer. Pour la Covid, je crois que vous avez légitimé les conflits décisionnels des patients sans le savoir pendant 2 ans. Là. Donc ce n'est pas difficile. La décision partagée, elle permet quand même d'autonomiser nos patients, de les responsabiliser, de les rendre acteurs, et elle peut s'aider d'outils d'aide à la décision. Et
Hélène vous en présentera plusieurs. Moi, j'ai choisi de vous en présenter un qui va aussi faire naître du conflit décisionnel chez vous, qui a été publié dans MDM, là, et ils s'en sont servis pour leur étude. Lors de l'utilisation, il a réduit le conflit décisionnel des patients, et il ose comparer les statines entre elles et donner, on va dire, des palmes. Alors, vous voyez, la simvastatine, la meilleure, côté balance avantage-inconvénient, et la Rosuva, la pire. En France, la Rosuva a dépassé la Synva tout le temps, jusqu'à son interdiction de prescription par les généralistes, et ça réserve aux spécialistes, cardiologues et autres. Nous sommes aussi des spécialistes, bien sûr. Et c'était la statine qui avait le coût le plus élevé. C'était la seule statine qui faisait varier son prix en fonction de son dosage, avant le générique. Et vous voyez qu'elle est encore presque à hauteur de la Synva. Vous voyez aussi que l'atorvastatine, qui a fini deuxième, est largement première devant nous. Je vous laisserai vous interroger pourquoi, comment les médecins arrivent à choisir telle ou telle statine. Je suis sûr que vous avez une idée. Sinon, je vous donnerai des réponses pendant les séances de questions. Enfin, des éléments de qualité d'information, comme ce film diffusé sur Arte, qui ne comporte pas que des choses, c'est pas du tout de la fake science, comme le livre que j'ai montré avant. Pas du tout, au contraire, c'est un rapport plutôt documenté, journalistique, intéressant. Mais en conflit nos patients, et bon nombre, vous en ont peut-être parlé pour ceux qui exerçaient déjà quand il est sorti, mais il est en podcast, hein, évidemment. Et aussi des médecins. Moi, j'ai rencontré beaucoup de médecins qui, suite à l'apparition de ce film, avaient un conflit. Voilà, j'espère que la notion de conflit est un peu plus claire pour vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci Xavier. Alors, on peut prendre des questions. Je vais vous prendre au mot en fait sur le pourquoi de la rosuvastatine est arrivée. Est-ce qu'on le sait? Est-ce que ça a été étudié? Et parce que ça peut nous apporter des éléments de compréhension, en fait, on ne le sait pas forcément tous. Voilà. Merci. Ça marche là? Oui. Oui. Alors, c'est une hypothèse, hein, mais j'y verrais fortement un lien avec recevoir l'industrie pharmaceutique. Et Pfizer a été condamné à une amende en 2009 qualifiée de record, même si ce n'est pas la plus haute aux États-Unis, 2,3 milliards de dollars en 2009 aux États-Unis pour justement de la promotion qui ne respectait pas les critères de la promotion. Et je pense que ça a une légère influence. Moi, quand je me suis installé, il y avait environ 10 visiteurs de l'atorvastatine qui passaient par semaine dans le cabinet. Et s'ils passent, c'est que ça fonctionne. Et la preuve,